Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé aujourd'hui la réunion du Conseil des ministres, a affirmé que le complexe de trituration des graines oléagineuses Koutama Djidjel entrera en phase de production en juin prochain. Il est également question de la régularisation des statuts et régimes indemnitaires dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le chef de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'ANP le général de corps d'armée Peter Kakoubou, chef d'état-major de l'armée de la République sierra-léonaise, qui effectue une visite officielle en Algérie. L'Algérie a plaidé devant le Conseil de sécurité pour l'adoption d'une nouvelle approche visant à relancer l'option de la paix et parvenir à un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne. Dans l'actualité également, ce nouveau rapport de l'organisation Human Rights Watch qui revient sur les violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, mais également au Maroc. On ira en Côte d'Ivoire découvrir la poterie traditionnelle du village Tanou Sakassou près de Bouaké et dont la réputation est mondiale avec notre envoyé spécial Smaïl Belkhaïdia qui s'y est rendu. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Cette réunion a porté sur les statuts et régimes indemnitaires dans le secteur de l'enseignement supérieur, le suivi de l'état d'avancement du projet de trituration de graines oléagineuses Koutama Djidjel et le déroulement de la campagne labour-semaille de la saison 2023-2024 après l'ouverture de la séance par le président de la République et la présentation de l'ordre du jour et de l'activité du gouvernement au cours des 2 dernières semaines ainsi que les interventions des ministres. Le Conseil des ministres a approuvé la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique concernant les statuts et régimes indemnitaires dans le secteur de l'enseignement supérieur. Concernant la présentation du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique sur l'avancement du projet de trituration des graines oléagineuses Koutama Djidjel, le président de la République a confirmé que ce projet pour lequel l'État a déployé de grands efforts entrera dans sa phase de production effective en juin prochain pour constituer une valeur ajoutée aux capacités de production nationale et pour alimenter le marché en huile de table. Le président de la République a appelé à la coordination de tous les secteurs afin de mettre en place une vision harmonieuse pour l'exploitation des résidus des graines oléagineuses pour la production fourragère pour laquelle la priorité sera donnée à l'Office national de l'alimentation de bétail et aux coopératives privées dans la wilaya de Djidjel. Il a été décidé de consacrer les fermes pilotes pour la culture des graines oléagineuses afin de maîtriser toutes les chaînes de production de la ferme au consommateur dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire concernant le volet agricole du projet. Le président a demandé au ministre du secteur d'élaborer une nouvelle vision concernant les fermes pilotes en phase avec l'orientation du pays vers la modernisation et qui vise la création d'une intégration et d'une complémentarité entre l'agriculture et l'industrie. L'objectif de toutes ces mesures étant d'assurer la sécurité alimentaire avec les capacités nationales afin de diminuer l'importation. Concernant l'exposé du ministre de l'Agriculture relatif à la campagne labour-semaille 2022-2023, le président de la République a insisté sur la nécessité d'accompagner les professionnels du secteur en introduisant des techniques modernes et en opérant un changement dans les mentalités afin d'opérer une véritable révolution dans ce domaine stratégique sur lequel mise l'État pour le développement
économique, la nécessité d'augmenter la production en matière de blé dur à l'hectare et l'encouragement des agriculteurs à travers la mise en place de nouvelles mesures incitatives par l'État et la généralisation de l'utilisation de procédés scientifiques. L'encouragement de l'investissement agricole dans le sud où toutes les conditions sont réunies avec l'accélération de la régularisation des dossiers relatifs à la mise en valeur des terres agricoles en suspens depuis des années avec l'octroi des actes de propriété comme stipulé dans la loi. Le président de la République a salué les efforts consentis par les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui des start-up et de l'économie de la connaissance pour leur travail en concert ayant abouti à une dynamisation de l'économie nationale. En dernier lieu, le Conseil des ministres a approuvé un contrat de gré à gré pour l'extension du port d'Annaba et la réalisation d'un quai minier pour le chemin de fer, compte tenu du caractère urgent du projet. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'ANP le général de corps d'armée Peter Kakou, chef d'état-major de l'armée de la République sierra-léonaise, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation. Yanis Aïd Belkacem. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et les honneurs militaires présentés à l'hôte par des formations représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. En prit part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation sierra-léonaise. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation sierra-léonaise, le général d'armée a exprimé sa confiance en la réussite de cette visite qui intervient dans le prolongement de celle effectuée par le président sierra-léonais en Algérie, lors de laquelle les dirigeants des deux pays se sont engagés à promouvoir les relations bilatérales au niveau les plus élevés. Cette visite, la première en son genre, intervient dans le prolongement de celle effectuée en ce début d'année en Algérie par Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, à l'invitation de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Elle traduit la réussite de cette importante visite et l'engagement des dirigeants des deux pays à promouvoir nos relations bilatérales à un niveau plus élevé, d'autant plus que nos pays respectifs, en leur qualité de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, œuvrent au renforcement des concertations pour défendre les intérêts de l'Afrique et de ses positions communes. من أجل الدفاع عن مصالح إفريقيا ومواقفها المشتركة وعليه فإنني على يقين تام. À ce titre, je suis entièrement convaincu que votre visite constituera le prélude pour une coopération militaire fructueuse et bénéfique aux deux pays, notamment au moment où le continent africain traverse des circonstances sécuritaires difficiles et complexes. تشهد ظروفا أمنية صعبة ومعقدة. Le général d'armée a souligné que l'armée nationale populaire est animée d'une volonté réelle pour développer une coopération militaire bilatérale pérenne fondée sur la confiance et la concertation. أؤكد لكم بمناسبة هذه الزيارة الهامة أنه تحدون في الجيش الوطني الشعبي. À l'occasion de cette importante visite, je tiens à vous assurer qu'au sein de l'armée nationale populaire, nous sommes animés d'une réelle volonté pour œuvrer avec vous au développement d'une coopération militaire pérenne fondée sur la confiance et la concertation et qui tient en compte des intérêts mutuels de nos deux pays, soucieux qu'ils sont à contribuer efficacement à l'instauration de la paix et de la stabilité dans l'ensemble du continent africain. والاستقرار على مستوى فضائنا الإفريقي.
De son côté, le général de corps d'armée Peter Kakou a fait part de sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Par ailleurs, il a exprimé la convergence des points de vue sur les questions sécuritaires abordées lors des entretiens et émis le souhait que sa visite en Algérie constitue une pierre angulaire à l'établissement de relations militaires solides, fructueuses et au service des intérêts suprêmes des deux pays. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le chef d'état-major Sierra Leone ne procède à la signature du livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a participé hier à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité autour de la situation en Palestine occupée. La réunion à laquelle participait l'Algérie comme seul membre arabe du Conseil s'inscrit dans le cadre des efforts et des démarches visant à exercer davantage de pression pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettre fin à l'agression de l'entité sioniste et lever le blocus imposé par cette dernière aux efforts de secours et d'aide humanitaire. Ahmed Attaf a tenu à entamer son allocution devant le Conseil de sécurité par un message de reconnaissance et de considération de la part du président de la République adressé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et à toutes les instances onusiennes pour les efforts qu'ils ont consentis et continuent à consentir afin d'alléger un tant soit peu les souffrances des habitants de Gaza. Je vous invite à écouter Ahmed Attaf. لم أجد أنسب وأليق وأجدر ما أستهل به مساهمتي هذه في نقاش. Je n'ai pas trouvé plus judicieux et plus opportun pour entamer mon allocution à l'occasion de notre réunion d'aujourd'hui que de vous transmettre le message du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le message que le président de la République m'a chargé de transmettre est un message de reconnaissance et de gratitude au secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, et à l'ensemble des organes de l'ONU pour les efforts qu'ils n'ont eu de cesse de mener en vue d'atténuer les tragédies qui s'abattent sur Gaza, panser ses plaies et y arrêter l'effusion de sang. Il s'agit également d'un message de soutien et de reconnaissance des efforts incessants consentis en dépit des critiques et tentatives d'atteinte à leur crédibilité et autorité à travers des actes de provocation et de chantage émanant d'une occupation qui se croit invincible et inexpugnable. À Monsieur le secrétaire général, nous apportons tous nos encouragements et manifestons tout notre respect. Par ailleurs, nous nous inclinons à la mémoire de tous ceux qui ont été au service de l'humanité sous la bannière des Nations Unies et qui ont laissé la vie à Gaza pour défendre les valeurs et principes onusiens. Le message est aussi un message de recueillement à la mémoire des martyrs palestiniens morts pour leur pays et pour une cause qui est également la nôtre. L'agression sioniste sur Gaza est en phase d'entamer son 5e mois et les perspectives de porter l'agresseur à cesser les hostilités sont toujours dans l'impasse. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a salué cette initiative courageuse visant à amener l'occupant à assumer ses responsabilités quant au génocide contre des innocents à Gaza, rappelant par la même occasion cette revendication historique de tenir une conférence internationale pour la paix sous l'égide des Nations Unies. On écoute Ahmed Attaf. L'Algérie salue hautement les prémices des écarts vis-à-vis de ces traitements privilégiés qu'on entrevoit à travers des initiatives nobles, courageuses et audacieuses visant à amener l'occupant sioniste à assumer ses responsabilités. À l'instar de l'initiative du président Abdelmajid Tebboune portant mobilisation des experts juridiques et organisations juridiques internationales en vue de poursuivre cette entité sioniste en justice devant les instances internationales pour mettre un terme à des décennies d'impunité et de non-reddition de comptes dont jouit cette entité, ainsi que l'initiative de l'Afrique du Sud d'intenter une action en justice contre l'occupant devant la Cour internationale de justice pour génocide contre Gaza. Je rappelle également l'initiative du Chili et du Mexique de saisir la Cour pénale internationale pour des crimes multiformes auxquels s'est livré et se livre l'agresseur sioniste contre la bande de Gaza. Ces initiatives sont dignes de soutien et d'encouragement car constituant des démarches judicieuses sur la voie de la raison. Partant de toutes ces considérations, l'Algérie a réaffirmé sa revendication historique de tenir une conférence internationale pour la paix sous l'égide des Nations Unies, où il sera convenu de mettre fin au conflit arabo-israélien de manière définitive,
conformément aux résolutions de la légalité internationale et de mettre en œuvre la solution à deux États sous la surveillance rigoureuse, le suivi étroit et la garantie sûre de la communauté internationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues français, turcs, autrichiens et suisses. Attaf a également rencontré le ministre d'État britannique chargé du Commonwealth et des Nations Unies. La rencontre avec son homologue français, Stéphane Séjourné, a été l'occasion de passer en revue plusieurs dossiers relatifs aux relations algéro-françaises. La rencontre avec son homologue turc, Hakan Fidan, a été l'occasion pour les deux parties d'échanger les points de vue autour de diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne. Avec son homologue autrichien Alexander Schallenberg, la rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'examiner les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales et de discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et avec son homologue suisse Ignacio Cassi, il a été question du renforcement de la coopération et des consultations bilatérales durant le mandat des deux pays en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité. Enfin, lors de son entretien avec le ministre d'État britannique chargé du Commonwealth et des Nations Unies, Tariq Ahmed, les deux parties ont insisté sur la nécessité d'intensifier les consultations entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité pour la concrétisation des objectifs de paix et de sécurité. Il a également été question des développements de la situation en Palestine occupée et dans la région sahélo-saharienne. Les travaux de réalisation du complexe de trituration des graines oléagineuses Koutama Agri-Food à Bazoul, dans la wilaya de Jidel, avancent à un rythme accéléré en prévision de sa mise en service à la fin du premier semestre 2024. D'une capacité de trituration de 5000 tonnes de graines oléagineuses, il couvrira 20% des besoins du marché national en huile de table. Reportage à Abdelrahim Chemouni, le commentaire est signé Melika Blel. S'étendant sur une superficie de 24 hectares, le projet du complexe de production d'huile végétale dans la région de Bazoul est considéré comme un projet majeur destiné à jouer un rôle central dans le développement de l'agriculture locale. Le projet permettra la création de plus de 300 emplois directs et 1750 indirects. Nous attendons avec impatience l'ouverture de cette usine. Les bénéfices de ce projet profiteront également aux professionnels locaux. Nous sommes optimistes étant donné que cette unité dispose de capacités considérables dans la production d'huile végétale. Après avoir surmonté tous les obstacles, cette installation industrielle connaît aujourd'hui une progression rapide dans sa réalisation, surtout qu'elle est dotée des derniers équipements nécessaires pour transformer 5000 tonnes quotidiennement. Le taux d'avancement des travaux est d'environ 80%. Les travaux de réalisation seront achevés dans les 6 premiers mois de 2024. Le projet est divisé en 3 phases principales. La première concerne le chargement et le stockage des matières premières. La deuxième est dédiée à la transformation et à la production. La troisième zone est réservée au stockage du produit final. Sur le site, ces travailleurs ajustent les derniers paramètres techniques et mécaniques du complexe. En ce qui concerne le volet mécanique, le taux d'avancement des travaux est très satisfaisant. Nous sommes en train d'apporter des modifications aux canalisations et aux réservoirs. Installation des armoires électriques, installation d'éclairage, les chemins de câbles, ce qu'on appelle les chemins de câbles. La revitalisation de ce projet crucial va générer une dynamique significative pour la région et renforcer la position du port de Djenjen sur la scène internationale. L'usine d'huile permettra au port de Djenjen le traitement d'environ 2 millions de tonnes entre les exportations et les importations. La présence de cette usine nécessitera l'utilisation de grands navires, ce qui contribuera à réduire les coûts logistiques. Le développement des industries de transformation agroalimentaire en Algérie représente aujourd'hui un défi pour la production nationale.
On reste à Jijel où l'aide de l'État a permis d'avoir une production abondante d'agrumes, la multiplication végétative, une méthode qui a permis elle aussi d'atteindre un rendement encourageant en la matière. Un rendement de 110 quintaux est attendu d'ici la fin de la saison. Raouf Hamouche. Qualité, abondance, la saison a été bonne dans cette exploitation agricole d'El Milia. Malgré la faible pluviométrie, les agriculteurs ont pu, par leur savoir-faire, obtenir une excellente production. À Jijel, l'agrumiculture a connu ces dernières années un développement remarquable grâce notamment à l'accompagnement des autorités locales et à l'intérêt accordé par l'État à cette filière. Nous avons près de 1300 arbres fruitiers au niveau de cette exploitation et avons obtenu une très bonne récolte cette année. Nous couvrons la daïra d'El Milia et commercialisons le reste de notre production dans d'autres wilayas. Comme vous pouvez le voir, nous avons des orangers et des mandariniers. Nous comptons cultiver d'autres sortes d'agrumes à l'avenir. L'objectif est de couvrir la wilaya de Jijel et les wilayas limitrophes. Nous avons près de 65 000 arbres fruitiers au niveau de la daïra d'El Milia. Cette exploitation s'étend sur 111 hectares avec 11 exploitants activant dans la filière agrumicole. Un grand potentiel d'irrigation, fertilité du sol et adoption de procédés modernes qui ont permis des résultats satisfaisants tant en quantité qu'en qualité. Une aubaine pour les commerçants de la région qui affluent en grand nombre vers cette exploitation. Je suis commerçant. Je peux vous dire que les oranges sont d'excellente qualité et la production a été abondante. D'ailleurs, le kilo d'orange est vendu à 150 dinars au lieu de 200 voire 250 dinars l'année dernière. Un prix accessible pour toutes les bourses. La superficie globale dédiée aux agrumes tout type confondus à Jijel dépasse les 650 hectares. La production prévisionnelle devrait atteindre les 110 000 quintaux. Des résultats plus qu'encourageants pour cette filière qui attire de plus en plus d'agriculteurs. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 17 au 23 janvier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 3 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes, tandis qu'un autre détachement a découvert et saisi lors d'une opération de recherche et de fouille à Ingezem un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un mitrailleur de type FNR Stahl ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 86 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 94 kg de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 96 041 comprimés psychotropes ont été saisis à Tamanrasset, Porj-Beji Mourtad, Janet et Ingezem. Des détachements de l'ANP ont arrêté 42 individus et saisi 24 véhicules, 100 groupes électrogènes, 63 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, 82 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 30 autres individus ont été interceptés, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 10 fusils de chasse, 17 834 litres de carburant, 78 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation, 5,5 quintaux de tabac et 17 176 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que 912 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à travers le territoire national. On fait à présent le point sur la situation dans la bande de Gaza où 2 chars de l'armée sioniste ont ouvert le feu sur un centre de formation de l'ONU devenu un refuge pour déplacer à Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza, faisant 9 morts et 75 blessés. La principale ville du sud, Khan Younis, a été encerclée tôt ce mercredi par l'armée sioniste. L'ONU y a fait état d'une intensification des violences et d'un nouvel ordre d'évacuation relayé par l'armée sioniste touchant des secteurs de cette agglomération. Marim Damis. Au
Au 110e jour de la guerre sans merci contre Gaza, de nouveaux bombardements et assauts des forces d'occupation sionistes ont ciblé la ville de Khan Younes, au sud de l'enclave. En cours depuis plusieurs jours déjà et menés de façon ininterrompue, les bombardements de l'aviation sioniste ont fait au moins 50 martyrs et 120 blessés, principalement des femmes et des enfants, durant ces dernières 24 heures. Toujours à Khan Younes, 2 chars ont ouvert le feu sur un centre de formation de l'ONU, devenu un refuge pour déplacés, faisant 9 morts et 75 blessés. Dans le nord de Gaza, la situation sanitaire est critique. Sur les 24 hôpitaux de la région, 7 fonctionnent partiellement, confrontés à des pénuries de fournitures médicales et un manque cruel de personnel. L'OMS a qualifié la situation des hôpitaux de Khan Younes de catastrophique et indescriptible. L'ONG Médecins sans frontières a exprimé pour sa part sa préoccupation pour la sécurité des personnes hospitalisées à l'intérieur de l'hôpital Nasser et a appelé la communauté internationale à protéger les patients et le personnel de santé. Des centaines de milliers de civils à travers l'ensemble de la bande de Gaza demeurent privés d'une aide indispensable. D'ailleurs, 3 missions d'aide humanitaire qui se dirigeaient vers le nord de Gaza ont été empêchées de s'y rendre par les forces sionistes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné que rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien. Il a même plaidé en faveur de l'ouverture de nouveaux points de passage pour l'aide humanitaire essentielle pour plus de 2 millions d'habitants qui font face à des conditions inhumaines. D'autre part, des organisations humanitaires, parmi lesquelles se trouvent Médecins du Monde, Oxfam et Amnesty International, demandent un cessez-le-feu immédiat et appellent tous les pays à cesser de livrer des armes qui peuvent être utilisées pour commettre des violations du droit international humanitaire et des droits humains. Le Comité international pour la protection des journalistes et 17 autres organisations de médias ont appelé le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, à protéger la presse et les journalistes dans la bande de Gaza. Dans l'actualité également, ce nouveau rapport de l'organisation Human Rights Watch qui revient sur les violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. L'ONG s'est intéressée également à la situation des droits de l'homme au Maroc en mettant en lumière les cas de militants du mouvement de protestation de la région du Rif, toujours en détention arbitraire. Yanis Eid Belkacem. Muselés, harcelés, surveillés et dans certains cas condamnés à de longues peines d'emprisonnement par les autorités d'occupation marocaines, c'est le quotidien des Sahraouis décrit par l'organisation Human Rights Watch dans son rapport annuel de 2024, qui cite le cas des 19 Sahraouis du groupe Gdemizik, toujours en prison après avoir été condamnés à l'issue de 2 procès inéquitables en 2013 et 2017 en raison de leur lutte pacifique pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'ONG note que lors de ces 2 procès, les tribunaux se sont appuyés presque entièrement sur leur aveu à la police pour les condamner sans enquêter sérieusement sur les allégations selon lesquelles les accusés les avaient signés sous la torture. L'ONG s'est intéressée par ailleurs à la situation des droits de l'homme au Maroc en mettant en lumière le cas des 40 militants du mouvement de protestation de la région du Rif, toujours en détention arbitraire pour avoir exprimé en 2017 leur colère contre les conditions socio-économiques locales. Parmi les personnes condamnées figure l'un des leaders du Hirak, Nasser Zefzafi. Rabat est critiqué aussi par l'ONG pour n'avoir mené aucune enquête crédible et indépendante, ni offert une indemnisation appropriée aux survivants et aux familles des victimes du drame, des demandeurs d'asile et des migrants brutalement tués à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla en juin 2022. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. On poursuit notre journal avec cette information. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a annoncé ce mercredi une séparation à l'amiable avec le sélectionneur national, Jamal Belmadi, après l'élimination prématurée des Verts en Coupe d'Afrique des Nations. La sélection algérienne de football a donc été malheureusement éliminée dès la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations en s'inclinant hier à la surprise générale face à la Mauritanie sur le score de 0-1 en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D disputé au Stade de la Paix de Bouaké en Côte d'Ivoire. Retour sur le match avec Smaïl Belraïdia. Grande désillusion chez les Verts qui se sont fait éliminer par la Mauritanie qui entrait dans l'histoire à l'occasion en battant l'Algérie qui elle termine dernière du groupe dans lequel elle était pourtant favorite. Honnêtement c'est très dur à digérer, très dur à expliquer. Je pense qu'on a tout tenté du premier match jusqu'au dernier match, on a tout tenté. À chaud comme ça, je ne saurais pas vous dire. Honnêtement, on est tous abattus. On avait des grandes ambitions pour cette CAN. Malheureusement, le football, c'est comme ça. Je trouve que ce soir, c'est malheureux ce qui se passe. Et voilà, nous, on est désolés pour tout le monde, pour l'équipe déjà, pour le peuple, pour nos familles. Et voilà, on n'a pas grand-chose à dire à part ça. Du moment où on a de la réussite et des moments où on n'a pas de réussite. Et malheureusement, on n'en a pas eu. L'ambiance était lourde à la conférence de presse du coach national qui est revenu sur cette élimination inattendue d'une équipe qui avait tout pour remporter le tournoi. Le constat amer qu'à chaque fois qu'on concède même un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. On peut revenir sur tous les buts concédés et vous verrez ça. Il y a des choses que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas, nous, à marquer alors qu'on a des situations, plein de situations. Voilà. Une sortie prématurée des Fennecs dans la prestation ivoirienne ouvre les portes aux critiques, alors que d'autres échéances ne sont pas très loin. Tirer les enseignements de cette désillusion le plus rapidement possible devient primordial pour l'avenir des Verts.
On reste en Côte d'Ivoire pour aller cette fois-ci à la découverte de la poterie traditionnelle dans un village près de Bouaké et dont la renommée est mondiale. Il s'agit du village Tanou Sakassou où notre envoyé spécial Smaïl Belkaidia s'est rendu. Regardez. Quatrième génération. Mais la troisième génération, la seconde génération a été la génération la plus marquante. Voilà, avec une dame qui a tout organisé, qui a fait du centre tel que vous le connaissez aujourd'hui. Oui, la dame vient d'ici. Malheureusement, elle n'est plus. C'est la fondatrice. Voilà, donc depuis lors, depuis elle son activité. Oui, en fait, après la fondatrice, le monsieur en question, c'est le fils de la fondatrice. Voilà, donc c'est lui qui a initié le travail des hommes et que nous les hommes sommes venus par son canal. Grâce à lui que les hommes sont entrés dans ce corps de métier-là parce que la poterie c'était exclusivement réservé aux femmes. Je fais de la poterie depuis plus de 40 ans et je suis très fière de cette nouvelle génération qui préserve notre patrimoine. Les Ivoiriens ont fait de cette poterie locale un motif de fierté pour avoir véhiculé à travers le monde entier le patrimoine et l'identité du pays des éléphants. Notre poterie a voyagé à Bouaké, puis à Abidjan, pour ensuite visiter plusieurs pays dans le monde. Et ça, c'est une grande fierté pour les habitants de Tanou Sakassou. Le village de Tanou Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente soirée sur Canal Algérie.